les, les autres. Alors, donc nous avons maintenant Maurice Calmin, historien. Maurice Calmin, c'est vous, d'accord? Alors, donc Maurice Calmin. C'est le fondateur du cercle algérianiste. Oui. Donc Maurice Calmin est né à Oran. Et il est un peu de la maison parce qu'il est diplômé de l'IEP de Toulouse. Personne n'est parfait. Hein. Et donc vous êtes intégré, vous, puisque vous avez fait carrière à France Télécom, etc. Et vous êtes le fondateur du Cercle algérianiste en 1973. Et donc, il est l'auteur de très nombreuses publications sur les Français d'Algérie, voilà. Et on parlait d'intégration politique tout à l'heure. Maurice Calmin a été maire d'un village de l'Ariège. Donc, vous voyez, l'intégration est allée jusqu'à l'intégration politique. Voilà, donc on vous laisse la parole pour 20 minutes sur... Il n'y a pas de tarif spécial pour les rapatriés? Non. Il n'y en a pas eu pour les harkis, donc après on pourrait... Et qui va nous parler de la mémoire des rapatriés. Alors, 20 minutes. Les harkis ont eu droit à un petit peu plus. Merci. Alors, vous allez voir des photos. Les photos n'ont pas forcément un lien direct avec ce que je dirai dans l'instant et elles peuvent se rapporter aussi à des interventions précédentes. Mais c'était pour éviter que vous écoutiez ce que je racontais, comme ça vous savez de quoi vous occuper en regardant les photos. Bien, je voulais d'abord préciser deux choses, que contrairement à ce que vous avez dit, je ne suis pas du tout historien. J'ai pas dit ça. Je dépasse cette prétention. C'est même marqué sur les programmes. Ah oui, c'est marqué sur le programme. Voilà, oui. J'ai simplement écrit quelques livres sur les Français d'Algérie, en évoquant leur histoire, mais cela en simple témoin et en simple militant associatif, je dirais. Voilà, deuxième point, c'est que, comme la plupart des Français d'Algérie, je réfute ce terme de rapatrié, sauf quand on l'emploie sous un angle technique, comme l'a fait tout à l'heure Crespo, par exemple. Bon, alors pourquoi on n'aime pas ce terme? D'une part, parce que c'est un terme administratif et impersonnel qui dilue notre identité. D'autre part, certains vous diront qu'on n'est pas rapatrié à l'intérieur de son propre pays. Ensuite, l'État français ne nous a pas rapatriés. Nous nous sommes repliés en métropole volontairement, en payant d'ailleurs la plupart du temps nos billets de bateau ou d'avion, voire même sur des embarcations de fortune, et contre le souhait du chef de l'État et du gouvernement de l'époque, qui n'avaient aucune envie de nous voir débarquer ici. Enfin, ne pouvaient être considérés comme rapatriés des gens qui n'avaient jamais mis les pieds en Hexagonie, car leurs ancêtres espagnols, italiens, maltais, suisses, allemands ou autres, ou grecs, avaient immigré en Algérie. Alors, à cette expression impropre, la grande majorité des personnes concernées, comme disent les sondages, préfèrent les termes de Français d'Algérie ou tout simplement de Pieds Noirs, ce sobriquet qui se voulut d'abord péjoratif, mais qui fut relevé comme un étendard par les Pieds Noirs eux-mêmes. Et je vais donc vous parler de la mémoire des Pieds Noirs, ou personnellement je préfère des Français d'Algérie, dans la mesure où cette appellation englobe aussi les Français musulmans, les Français, disons, originaires d'Algérie. Alors, puisque nous parlons de mémoire, le moins qu'on puisse dire, c'est que le peuple français d'Algérie n'est pas amnésique. La France, alors quand je dis la France, je pense à une remarque qui a été faite tout à l'heure, je dirais souvent la France en parlant de ceux qui incarnaient à l'époque de la fin de l'Algérie française, la France, et non pas la France éternelle. 50 ans après l'exode de 1962, la France, donc, semble avoir tourné la page de cet épisode de son histoire, sauf pour se flageller à l'occasion par des actes publics de repentance ou des livres, y compris scolaires d'ailleurs, des films, des articles de presse ou des émissions de télévision, dénonçant l'occupation aliénante de l'Algérie, comme si celle-ci avait existé en tant que nation ou en tant qu'une quelconque entité avant 1830, et sa glorieuse libération par le FLN. Et cela avec une mémoire totalement hémiplégique, faisant passer sous silence
les aspects positifs de ces 132 ans de présence française outre-Méditerranée, c'est-à-dire la conquête qui permit de chasser les Turcs présents depuis 1516, de libérer leurs esclaves chrétiens, de mettre un terme à la piraterie maritime, de faire sortir les Juifs d'Afrique du Nord de leur statut de dhimmi, c'est-à-dire de citoyens de rang inférieur, avec les humiliations que cela comporte. La création de cette Algérie, qui, je le rappelle, n'existait pas, de son nom, de ses frontières, la réalisation de ses infrastructures, routes, ports, aéroports, voies ferrées, barrages, agriculture, en asséchant des marais insalubres, dans lesquels des milliers de pionniers périrent de la malaria, en dépierrant et en irriguant des sols désertiques, l'enseignement, les hôpitaux, les industries, bon, j'arrête là la liste, mais ce que je veux dire, c'est que la France n'a pas colonisé l'Algérie, elle l'a fondée. Et au passage, peut-être ne savez-vous pas que parmi toutes ces créations, un certain nombre sont revenus au moment de l'exode de 1962 en France. Je pense à des entreprises françaises comme Orangina, Malongo, Trigano, Bastos, Rixi, Ferrero et d'autres, qui sont des entreprises créées en Algérie et revenues, donc, et venues en Hexagone en 1962. Pas un mot non plus sur les réalités de la vie du petit peuple pied noir, des relations avec les musulmans, de la grande fraternisation du 13 mai 58, dont on a un peu parlé ce matin, qui préfigurait sans doute cette Algérie nouvelle et fraternelle que beaucoup, dans tous les camps, appelaient de leur vœu. Pas un mot sur la politique de terreur menée par le FLN contre les populations musulmanes, les massacres de familles entières, de villages entiers, pour l'exemple, pour contraindre les autres au choix de l'indépendance, à Mélouza en 1957 par exemple. Silence aussi, jusqu'à cette année, sur le massacre, enfin, on en a un petit peu parlé avant, mais relativement peu par rapport à l'année 2012, sur le massacre des dizaines de milliers de Harkis, désarmés sur ordre de De Gaulle et livrés aux égorgeurs. Mais je rappelle que pour le journaliste Morvan Levesque, le récit, c'est une citation, le récit de leur martyr apparaissait trop cruel pour être vraisemblable. Alors là, c'est plus du silence, c'est carrément du négationnisme. Silence encore sur la fusillade de la rue d'Isly du 26 mars 62, qui fit 80 morts et 200 blessés quand même, par balles françaises, dans une manifestation pacifique, drapeau français en tête. Silence toujours jusqu'au livre de Jean-Jacques Jordi en 2012 sur les centaines de pieds noirs massacrés à Oran le 5 juillet 62, enlevés, torturés, que l'on n'a jamais retrouvés. Silence aussi envers leurs familles, qui n'ont jamais pu faire leur deuil et pour lesquels pas la moindre cellule de soutien psychologique n'a été mise en place. Et enfin, silence radio sur cet exode de 1962. On peut faire défiler des images, d'ailleurs, sans précédent dans notre histoire, il faut le rappeler. Ce ne sont que des vacanciers, disait-on au Conseil des ministres à l'époque. C'est sérieux, c'est dans les comptes rendus des conseils des ministres au journal officiel. Et rien ou presque ne fut prévu pour l'accueil, sinon en catastrophe, pour aiguiller ces vacanciers vers les différentes régions afin d'éviter qu'ils ne se regroupent trop nombreux dans les régions du Midi. Et il faut souligner effectivement le travail fait par certains maires, on aurait pu citer tout à l'heure aussi Montpellier ou Toulouse par exemple, et par des associations, mais là aussi ce sont des aides privées, comme la Croix-Rouge, enfin on les a citées tout à l'heure, donc je n'y reviens pas. Je voudrais quand même rappeler un texte qui est apparu, un appel du 18 juin 62, lancé par l'académicien Jules Romain, appel aux hommes de bonne volonté. Je pensais vous le lire, mais je le lirai pas, ça nous amènerait trop loin. Si certains veulent feuilleter mon livre « Les Français d'Algérie 50 ans après », qui est en bas, ils trouveront en page 11 ce magnifique appel. Mais l'accueil des Français d'Algérie, ce furent aussi les cadres de déménagement trempés dans le port de Marseille par les dockers de la CGT, ou lâchés du haut des grues, c'était tout aussi amusant. Les insultes à la vue des plaques d'immatriculation spécifiques au département d'Algérie ou dans les cours d'école, les refus d'embauche, les brimades administratives, les plaques d'égout en fonte posées contre les portes d'appartements louées par des pieds noirs pour les empêcher de sortir. Sur les quais, alors je vais répondre à votre question de tout à l'heure, une inscription en grosses lettres
Pieds noirs, retournez chez vous. Et le maire de Marseille, qui n'était pas en reste en déclarant il faut les rejeter à la mer ou qu'ils aillent se réadapter ailleurs. Et il y en a d'autres, j'en cite d'ailleurs une vingtaine de pages. Voilà que Marseille, donc naguère libérée par l'armée d'Afrique, fermait tout à coup ses portes à ses anciens libérateurs. Il faut rappeler aussi que, craignant une catastrophe humanitaire, les Américains ont envoyé la 6e flotte croisée au large des côtes algériennes, alors que le gouvernement espagnol, lui, se préparait à rapatrier ses anciens ressortissants établis en Algérie. Et De Gaulle, lui, dans le même temps, envoyait la flotte française en manœuvre dans l'Atlantique. Et n'hésitez pas à s'écrier, qu'est-ce que c'est que tous ces Fernandez, Lopez et autres Segura qui se voudraient français, ou encore, en parlant des harkis, les harkis, ce magma dont il faut se débarrasser sans attendre. Alors, comment s'étonner face à cet accueil qu'il y ait eu autant de suicides ou de morts de chagrin chez les plus âgés des Français d'Algérie? En tout cas, de tout cela, pas un mot, seulement des critiques et des caricatures abondamment relayées par la presse de gauche en particulier. Nous étions des fascistes, des esclavagistes, de riches colons qui avaient fait suer le burnous aux autochtones après avoir volé leurs terres. Et pourtant, selon Germaine Tillon, que l'on peut quand même croire objective, il y avait en Algérie en 1955 24% d'ouvriers, 16% d'artisans et commerçants, 12% d'employés, 23% de fonctionnaires, 15% de cadres des professions libérales et 9% d'exploitants agricoles, dont à peine plus de la moitié de propriétaires. Et parmi ces colons, 7 000 étaient pauvres, 12 000 vivaient dans des conditions normales et 383, parmi lesquels 76 musulmans, étaient très riches. Mais, comme l'écrivait Albert Camus, à lire une certaine presse, il semblerait que l'Algérie soit peuplée d'1 million de colons à cravache et à cigares montés sur Cadillac. Alors oui, les Pieds Noirs se sont attachés à sauvegarder, eux, toute cette mémoire occultée, en famille, dans leurs associations, dans des milliers de livres, de films, d'expositions dont la grande presse ne parle que trop rarement. Ils ont dénoncé ces mensonges, ces caricatures, ils ont témoigné de ce qu'ils ont vu et vécu. Et par-dessus tout, je crois qu'ils ont gardé au fond d'eux-mêmes un énorme traumatisme affectif. C'est un peu pour ça que je précise que je ne suis pas historien, parce que je me place beaucoup plus sur un plan émotionnel dans cette intervention. Un traumatisme affectif parce que c'est dur d'être considéré comme les salauds de l'histoire, de jouer les rôles de bouc émissaire, de se voir affublé de tous les maux et de toutes les responsabilités, et de se voir même refuser la reconnaissance des souffrances endurées et le droit de s'exprimer au grand jour. Alors certes, tous n'étaient pas des saints, pas plus là-bas d'ailleurs que de ce côté-ci de la Méditerranée. Certes, il y aurait eu des progrès à faire pour une totale intégration des populations, mais comment nier quand même tout le chemin parcouru en ce sens depuis 1830? Alors, c'est vrai, par compensation peut-être, beaucoup de Français d'Algérie ont tendance à enjoliver leurs souvenirs, la beauté des paysages perdus, la qualité de leur vie d'autrefois, mais croyez-moi, ils ne sont pas ce que l'on dit d'eux depuis 50 ans. Et la rage, la colère, l'exclusion les a poussés à se réunir, à être solidaires, à refaire leur vie aussi en repartant de zéro et en apportant à l'agriculture française, aux entreprises et au commerce une contribution qui, je pense, n'est pas négligeable, en particulier dans les grandes villes du Midi. Et en Corse, comme on le disait ce matin. Alors par défi, certains ont eu parfois des comportements provocants ou agressifs, comme des enfants qui ont pris conscience d'être mal aimés. Et quant à leurs attitudes politiques, c'est vrai qu'elles sont toujours marquées par un anti-gaullisme et un anticommunisme virulent, c'est-à-dire un rejet de ceux qui causèrent leur malheur et les méprisèrent le plus. Et face à cette hémiplégie mémorielle de la France, ils font preuve, eux, d'une mémoire exacerbée, puisque refusée, dont nous allons voir très rapidement, rassurez-vous, de quoi elle se compose. Alors d'après moi, cette mémoire se compose de 4 éléments. La mémoire du passé en Algérie, c'est-à-dire la création, la mise en valeur d'un pays neuf. La réalité des relations qu'ils entretenaient avec les autochtones arabes et berbères, et qui ne correspondent que rarement finalement aux caricatures grossières qui en sont faites. La contribution à la défense de la France, je crois que c'est un point auquel ils sont attachés pendant les grandes guerres, et notamment la Deuxième Guerre mondiale,
Et on ne sait pas toujours que le pourcentage d'Européens mobilisés en Algérie fut, après 1942, le plus élevé du monde. Comme ne le reflète d'ailleurs pas le film Indigène, où l'on ne voit qu'un seul pied noir parmi les soldats de la Med d'Afrique, mais qui, par-dessus le marché, a une mère musulmane, pour l'excuser. Autre composante de cette mémoire du passé en Algérie, c'est la réalité historique de la guerre d'Algérie, en particulier les aspects dissimulés par la version officielle, partielle et partiale, qui, comme je le disais tout à l'heure, valorise toujours le rôle du FLN en omettant de rappeler sa politique de terreur aveugle, ses attentats et massacres contre des civils de toutes origines. Deuxième élément constitutif de cette mémoire des Français d'Algérie, c'est la mémoire des drames et souffrances endurées à l'issue de la guerre en 1962, le revirement, enfin même en remontant jusqu'à 60, le revirement de la politique de De Gaulle, pourtant, rappelons-le, porté au pouvoir par les pieds noirs lors du coup d'État du 13 mai 58, le revirement qui a suivi de la grande majorité de l'opinion politique française et politique, publique et politique, je dirais, mis à part une partie de la droite, l'extrême droite et une petite partie des socialistes, rappelons-le quand même. Le combat du désespoir, le dos au mur et seul contre tous, c'est aussi un point important dans cette mémoire. Le souvenir des rafles, brimades, perquisitions par les forces de l'ordre, les tirs de mortier sur les quartiers européens, ça existait, les enlèvements et la torture pratiquée par les barbouzes contre les pieds noirs suspectés de soutenir l'OS, le massacre de la rue d'Isly, encore une fois, ceux du 5 juillet, bien sûr, à Oran, je ne vais pas y revenir, le désarmement, l'abandon et le massacre des Harkis, tout cela après ce prétendu cessez-le-feu du 19 mars, les conditions de l'exode, enfin, et la médiocrité, disons, de l'accueil officiel par l'État, et enfin la communication méprisante et l'incompréhension dont ils furent l'objet. Troisième élément constitutif de cette mémoire, la mémoire de leur qualité de provinciaux français et non de colons de passage avec une culture propre. En effet, les pieds noirs étaient enracinés dans leur département, sur leur terre, et n'avaient aucune intention d'en partir. La culture fait partie de cette mémoire collective des Français d'Algérie, et on peut dire qu'ils s'attachent aujourd'hui encore à la sauvegarder. C'est par exemple l'objet du cercle algérianiste dont vous avez parlé tout à l'heure, fort de 10 000 adhérents et 42 cercles locaux, dont un à Grenoble, et dont je salue son équipe et sa présidente Monique Alessandra, ici présente. Association qui organise donc des colloques, des conférences, des expositions, des salons littéraires et tous les 2 ans de grands congrès. Quand on évoque la culture pied noir, cela prête parfois à sourire, parce que là encore les Français n'ont eu qu'une image caricaturale et dévalorisante, cantonnée à un folklore vulgaire et mercantile, du couscous merguez, et au mieux aux chansons d'Enrico Macias. Les quelques articles de presse que j'ai pu lire sur ce sujet niaient carrément l'existence d'une culture française d'Algérie, préférant considérer qu'il n'y eut là-bas que des colons venus s'enrichir et venus ensuite placer leur argent dans la France hexagonale. Parce que là aussi, on nous dénie le droit à une culture, la réalité culturelle qui est la nôtre. Camus n'est plus qu'un Méditerranéen, et nos autres grands auteurs sont classés au rayon poussiéreux de la littérature coloniale, quand s'ils ne sont pas tout simplement oubliés, comme Jean Brune, cet immense romancier négligé par la critique à cause de ses positions très Algérie française, mais dont le magnifique roman Cette haine qui ressemble à l'amour, une grande saga de l'Algérie, pourrait très bien donner lieu, si le cinéma n'était pas aussi politiquement correct, à un Autant en emporte le sirocco. Pour conclure sur ce plan de la culture, je voudrais citer un universitaire, Pascal Diener, maître de conférence à la faculté de droit de Bordeaux, qui écrivait en 1987 dans un petit opuscule sur les 25 ans d'anniversaire de 1962. Depuis 140 ans, les Français n'ont jamais essayé de comprendre ce qui se passait à 700 km de leur côte. Quant à nous, les pieds noirs, en ce dernier quart de siècle, ils nous ont cédé un strapontin dans leur culture, sous le masque de la caricature, l'odieux et le ridicule en escorte.
tous colons oppresseurs, tous riches et uniques responsables d'une guerre, de ses excès, avec en contrepoint l'accent pied noir que de médiocres chanteurs, amuseurs publics et publicitaires exploitent. Quelques coutumes culinaires aussi. Certains prédisaient que nous allions nous assimiler, nous dissoudre, mieux et plus vite que n'importe quel flux d'immigrants. Nous étions, n'est-ce pas, citoyens français? Première prédiction tenue en échec, 25 ans après, nous existons encore, et nous existons enfin. Et je peux dire que 50 ans après aussi. Comment pourrait-on nier qu'une culture autonome ait vu le jour en 132 années dans un pays créé de toutes pièces par des hommes, des femmes d'origine aussi variées? Je crois qu'il ne viendrait à personne l'idée de nier l'existence d'une culture américaine née à partir de la vieille souche anglaise. Eh bien, c'est la même chose qui était en train de se passer en Algérie. Certes, ça ne se fait pas en un jour, mais en 132 ans, il s'était déjà passé un certain nombre de choses. Les récits des militaires au début, ou des voyageurs, puis la mode orientaliste, et finalement une culture qui va trouver son aboutissement, ou du moins marquer une étape importante, dans le courant algérianiste que nous n'avons pas inventé, mais qui au début du XXe siècle est venu consacrer l'essor de cette culture authentiquement algérienne. Jean Pommier et Robert Rondeau en furent en 1920 les pionniers, avec un mouvement qui s'est structuré par une revue, un prix littéraire et une association des écrivains algériens. Et tout ça, je crois que la France l'a oublié ou ne veut pas le savoir. Au mieux, on a entendu parler de Louis Bertrand, qui a précédé un petit peu les algérianistes, du fait qu'il fut admis à l'Académie française. Plus tard, en dépit d'œuvres prestigieuses, souvent les écrivains français d'Algérie sont restés dans l'ombre d'Albert Camus, couronné, comme vous le savez, par le prix Nobel en 1957, mais dont on peut dire qu'il a prouvé avec Le Premier Homme, livre posthume paru en 1994, qu'il avait depuis longtemps rejoint les siens dans leur dernier combat. Et depuis 1962, une nouvelle génération d'écrivains est apparue en France et a donné naissance à ce qu'on pourrait appeler l'algérianisme de l'exil. Ce sont par exemple Geneviève Baylac, Marie Elbe, Henri Martinez, Frédéric Musso ou Daniel Saint-Amand. Mais en Algérie aussi, et ça je crois que c'est important, des écrivains de langue française, comme Boualem Sansal par exemple, expriment eux également cette culture aux sources multiples née dans ce creuset de l'Algérie française. On pourrait parler aussi des arts plastiques avec les sculpteurs comme Grec ou Belmondo, de la musique, mais je veux passer assez vite sur tout ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste? Rien. Donc 5 minutes. Au moins c'est clair. Voilà. Un petit mot peut-être sur le langage qui était en création. On en plaisante parfois, enfin on moque un petit peu l'accent, ce qui est bien normal, c'est le cas dans toutes les régions de France. Il y a quand même une thèse de doctorat très intéressante, écrite par Albert Lanly, qui a été publiée aux éditions Bordas 170, qui montre à quel point c'était pas uniquement une question d'accent, mais une langue en constitution. Voilà, j'aurais pu vous parler, je le fais très rapidement, des images symboliques. C'est le 4e élément constitutif de la mémoire. Les images symboliques, c'est la figure du pionnier, défricheur et bâtisseur d'empire. Des images auxquelles on est attaché. Des grands hommes, le maréchal Juin, dont on parlait tout à l'heure, le maréchal Franchet d'Espéré, autre pied noir, Alphonse Lavran, qui a découvert le paludisme, Paul Robert, vous le signalez effectivement, le cardinal Lavigerie, Albert Camus, mais aussi quelques hommes qui ont sacrifié jusqu'à leur vie pour la défense des Français d'Algérie. Je pense au général Jour, bon, qui n'est pas mort des événements d'Algérie, ou de Jean-Marie Bastien-Thierry, auquel les Français d'Algérie gardent un grand respect, et qui fut fusillé le 11 mars 63 dans les fossés du fort d'Ivry sur ordre de De Gaulle. La fraternisation du 13 mai, c'est sans doute aussi une image qui fait partie de ces images symboliques. Le sort des harkis, le symbole de l'abandon, tous les drames vécus en 62, et en 62 aussi l'exclusion des Français d'Algérie du référendum du 8 avril qui décidait pourtant de leur destin. C'est quelque chose qui revient souvent dans leurs conversations, si vous les écoutez. Voilà, j'aurais pu vous parler, mais je le ferai pas. Non. De la façon dont s'exprime toute cette mémoire.
un chiffre au passage, 800 associations de Français de pieds noirs et 400 de Français musulmans aujourd'hui. Des grands rassemblements un peu partout, des pèlerinages, une multitude de journaux, de sites internet, des livres par milliers, des films, des œuvres d'art, des maisons d'édition, et tout ça on ne le sait pas. Alors, la question de la transmission, on va sans doute en reparler. Je dirais simplement, si je peux dire un mot sur la façon dont je la conçois. Je pense que beaucoup de nos enfants, de nos jeunes ont éprouvé gêne, parfois honte, face à ce qu'ils ont entendu à l'école, ce qu'ils ont lu dans les livres scolaires, ce qu'ils ont vu au cinéma, ce qu'ils ont vu à la télévision, ce qu'ils ont lu dans les journaux, et ils sont rentrés dans leur coquille. Moyennant quoi, il y a d'autres signes. Dans toutes les réunions pieds noirs, il y a toujours quelques jeunes, pas nombreux certes, mais certains. Si vous allez sur Internet, sur Facebook, vous verrez, enfin sur les réseaux sociaux, qu'il y a des groupes d'enfants, petits-enfants de pieds noirs qui se constituent spontanément. C'est un jeune pied noir de 20 et quelques années qui a créé la librairie pieds noirs en ligne sur Internet. Alors ces jeunes, ils ne seront pas pieds noirs comme nous l'avons été, ils le seront à leur façon, ne serait-ce qu'en ayant conscience d'un petit gène culturel supplémentaire par rapport à leurs copains d'ici. Et sans être devin, je dirais qu'on peut penser que l'avenir de cette mémoire des Français d'Algérie revêtira deux formes. Une mémoire écrite, des milliers de livres, un énorme fonds documentaire dispersé et amassé de façon éparse, donc par des associations, des particuliers, des sites internet, et aussi des attitudes, des comportements, l'esprit pionnier, je pense que c'est la deuxième chose qui restera, l'esprit d'entreprise, l'enthousiasme, la solidarité, et peut-être aussi des regards tournés vers l'extérieur, vers l'Algérie, parce qu'il y a des mains qui se tendent de nouveau, et heureusement, ça répond un petit peu à une remarque qui a été faite tout à l'heure. Je pense par exemple, j'ai parlé de Boualem Sansal, cet écrivain algérien, qui est un peu au banc de l'Algérie actuelle, mais qui vit toujours en Algérie, qui est venu à plusieurs congrès, associations pieds noirs ces dernières années. Je pense aussi aux contacts établis par le cercle algérianiste avec des associations d'Acadiens, ou encore à la petite ONG Pieds Noirs SOS Outre-mer qui aide des chrétiens au Liban, des orphelins. Voilà peut-être des signes du devenir et de la transmission. En tout cas, la province française d'Algérie est encore vivante, bien que sans territoire, dans une communauté de 2 à 3 millions de personnes. À terme, elle se fondera davantage dans la société française, mais en lui apportant les traces de son histoire, contributive à l'histoire de France, les traces de sa culture et aussi ses traits de caractère. Mais pour les générations actuelles, et là ça répond aussi à des questions qui ont été posées, je pense que l'intégration apaisée passe par d'abord la reconnaissance de leur passé et de ces souffrances qui ont toujours été niées ou occultées. Autant dire que le travail de mémoire à accomplir est encore immense. Merci de votre attention.